Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Bonjour, bienvenue et bon après-midi. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Gilbert Montagné, qui, entre deux chansons, porte la bonne parole au nom de tous les handicapés. Voici vos grosses têtes. Sur sa bière, on déposera une gerbe et 6 roses. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. À ses ouvreuses, chargées de vendre des sucettes à l'entracte, il prodigue une formation spéciale. Jacques Maillot. Bonjour. Ah bah oui. Il aurait adoré vivre à l'époque du TGV, de l'ordinateur et de l'exploration spatiale. Jean Amadou. Bonjour. Comédien fou, collectionneur de succès fou, auteur fou, dragueur fou, fou tout court, Éric Logérias. Bonjour. 40 ans après avoir mis le pied de Fabius à l'étrier, il caracole encore. Pierre Bellemare. Bonjour. Alors, je suis sûr que vous ne connaissez pas ça. C'est un site, une association à l'enseigne de Culture Touffe. Ah, ça c'est intéressant. Ça doit être un truc au poil, ça. Ah, ouais. C'est une association de photographes qui n'opère que d'abord en prise rapprochée et sur des sujets qui sont reconnaissables à leur poil pubien. Ouais. Ah, oui, c'est-à-dire, ils ne photographient que ça. Que ça, oui. Que ça. Je vous le dis toujours, si le poil pubien, c'est que la personne est sale. Hein. Mais enfin, pour ça. Et donc, ça donne des clichés, vous direz, toujours au-dessous de la ceinture. Ah oui, mais obligatoire. Il vaut mieux, mais au-dessus des genoux. Au-dessus des genoux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont rasées maintenant et Oh, il y en a pas totalement autant. dégarnies. Il n'y en a pas autant qu'en 44. Ah oui. Des rasés. C'est vrai. Pas pour les mêmes raisons, quoi. Oui. C'était plus haut, quand même. C'était plus haut. Oui, Mais il faut oui, être oui. malade. C'est comme si quelqu'un photographiait des fesses, par exemple, dans des bas. On en connaît, mais il faut être fou. Hein. Oui. Moi j'ai un copain, il Pas a fou, voulu... obsédé. Obsédé, chevalier, par Ouais. exemple. Tiens. J'ai un copain qui a voulu raser une portugaise, il s'est perdu, on l'a pas retrouvé. C'est terrible. Il avait une tronçonneuse, j'espère. Ouais, mais on Et l'a alors, perdu. pendant qu'on voit ça sur Internet et dans des expositions, à Bhopal, en Inde, il est interdit aujourd'hui de proposer de la lingerie féminine dans les devantures. Autant ils ont du beau poil. C'est là où il y a eu la catastrophe à Beaufal. Oui, à Bhopal. Oui. Oui, Mais vous savez, tous les grands photographes C'est pas le... qui exposent, Oui. il y a toujours un petit coin d'enfer, hein, toujours. Toujours. Ah oui. Mais pourquoi il n'y a pas Parce de que lingerie si. mais même au musée du Il répond Louvre, pas. il y a très souvent les visiteurs disent, après avoir vu la Joconde, le petit coin ouest. Très souvent. Je vous demandais pourquoi on interdit la lingerie fine. Parce dans les- que ça va contre les valeurs traditionnelles locales. Mais Voilà, soyez poli, vous énervez pas, je demande une question quand même. Alors. Ça nous paraissait évident. À Bhopal, c'est pas les valeurs traditionnelles. Ah, Ça, c'est les valeurs traditionnelles à Saint-Cloud, Ah non, mais à Saint-Lô. Le breton est têtu, et puis voilà. Il y avait une affiche pour un vas en spa prendre deux, avec toi. un dos nu de femme. Oui. Eh ben, la police l'a fait enlever. Un dos nu de femme. oui. Alors, toujours le sexe. Ah. Et là, je vais être obligé de me servir de ma clochette à plusieurs reprises parce que il y a une invasion de sexe. Invasion. Ah bah sexe. oui, bien oui. Ah bon Alors, d'abord, il y a les prostituées d'Amsterdam qui ont fait la grève des jambes croisées Oh là là, c'est Ouais. terrible ça. parce que on voulait neutraliser leurs activités entre 4h et 8h du matin. Non, Dieu, quelle époque. Alors que c'est la meilleure heure Mais oui, pour le lèche-vitrine. pour faire les mots croisés. Et donc, elles ont dit que, il y avait déjà beaucoup moins de pratiques, il fallait Bah, pas bien sûr. réduire le Patrick, nombre des heures. Les jambes sont croisées, le reste est dégagé. Parce que c'est l'heure où les Macs jouent à l'écarté. Non, puis si tu prends du Viagra à midi, c'est vers 8h, ça commence à faire de l'effet. Hein. Ah ouais. Ah bon? Ah bon Bah, je ne sais pas, moi. Ensuite, un Moi, j'attaque voyage, à Noël un pour être voyage bien à touristique auquel il va vous falloir renoncer, Oui. Sexuel. c'est la Malaisie. Malaise en Malaisie. Parce que là, alors, on vient de promulguer une loi qui interdit la sodomie.
Donc c'est pas la peine que vous fassiez les frais d'un voyage. Non. Non. Pour l'avoir dans le cul. Non, on peut se faire. Quand on peut se faire enfiler à domicile, il n'y a pas de raison. Et je rajouterais, on vit vraiment dans un monde d'enculés. hein. Bah oui, et donc. Si vous enfreignez cette loi, vous recevrez 22 coups de bâton. De verge. Où ça? Sur quoi? Et même entre adultes consentants, c'est interdit. Ah bon? Voilà. Ah oui. Oui, En même temps, quand il y a un consentant, c'est normal qu'on passe par derrière. Hein. Non, vous voyez, il y a une vague de puritanisme c'est affreux. qui Comme on dirait à Paris, ça déferle me fait sur le marrer. monde. Hein. C'est moche. Un tsunami de pudibonderie. Mais combien il y a d'États américains sur les 52 dans lesquels la sodomie et la fellation sont interdites? Ce sont ceux de la Au moins la Bible- moitié. Ce sont ceux de la Bible Belt. Heureusement, pas les mêmes. Non. Non, Tu c'est peux ça, passer on d'un peut. état à l'autre. Oui, c'est ça, oui. Suivant tes désirs et tes... Alors vous êtes en voiture, vous commencez par une petite pipe dans l'état où c'est pour un Voilà, permis. tu passes la Tu frontière. passes vite la vitesse, tu accélères, tu passes la frontière et tu dis et maintenant ça va être ta fête, Josette. 7 jours sur 7. Sur RTL. Le week-end sur RTL, on se réveille avec Bernard Poirette. Les matinales du week-end sur RTL de 7h à 9h30, l'actualité en direct bien sûr, mais aussi la politique et la société en débat, le samedi comme le dimanche. Et vos chroniques favorites, la maison, le jardin et la cuisine. RTL Matin avec Bernard Poirette, tous les week-ends de 7h à 9h30. À demain. Carrefour Market. Nicole sait que sa famille adore la fondue bourguignonne. Et comme elle a le sens des économies, elle a trouvé le bon plan au rayon boucherie de Carrefour Market. Aujourd'hui chez Carrefour Market, pour 1 kilo de viande à fondue achetée, le deuxième vous est offert. Carrefour Market, le positif est de retour. Dans les magasins participants, viande bovine, tranche, tente de tranche à fondue, origine France. 1 kilo acheté, 1 kilo offert. En ce moment, c'est l'anniversaire de votre carte de fidélité chez Carrefour Market et Carrefour. Découvrez le meilleur du Blu-ray avec la collection Warner Blue Line et votre équipement HD. The Dark Knight, 300, Iron Man, Gran Torino. Plus de 140 titres en haute définition pour la première fois à 15 € prix public conseillé. Libérez la puissance de votre équipement HD avec votre lecteur Blu-ray Home Cinéma téléviseur Philips et la collection Warner Blue Line. Les grosses têtes du vendredi d'aujourd'hui, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean Amadou, Pierre Bellemare, Éric Logérias et Philippe Bouvard. Ah, toujours le sexe. Ça se passe en province, puisque c'est la Voix du Nord qui le rapporte. Il y a une dame qui tient un sex shop qui marche très bien. C'est Martine Aubry. Mais non, Martine Aubry ne tient pas un sex shop. Hein. Au Rouget de Lille. Non, au Rougeau de Lille, ça serait mon roi. C'était mon roi. Vous l'avez vu, l'autre jour, elle s'était maquillée pour donner les vœux à la presse. Elle avait mis des boucles d'oreilles. Et alors, elle s'était maquillée sur les côtés, il n'y avait rien en dessous. Oui. Alors là, elle était noire et le cou était blanc. Ah. Non, il ne faut pas se moquer du physique des gens quand on a le nôtre. Voilà. Mais bien sûr. Justement, Mais on parle en connaissance de cause. Mais là, c'est pas le physique, c'est le côté apprêté qui était Oui, marrant. mais quoi. c'est l'apparence physique. Non, mais elle ressemblait à Régine, là, Est-ce que, dans la ferme. sous ce visage mal maquillé, pas toujours avenant, ne bat pas un grand cœur? Ah, mais j'en suis sûr, moi. Et- Oui, mais en même temps, il a quand même pas loupé Merkel. Hein, quand, Ah oui. là, ça a été vraiment, quand on lui a dit, vous ressemblez à Merkel, elle a dit merci du compliment. Hein. Elle n'était pas, oui, ça c'est pas gentil quand même. Bah, c'est pas gentil non plus pour Merkel. Bah oui. Non, c'est pas gentil C'est pour ce qu'il Merkel. était en train de dire, mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais tu reviens dans la conversation. Parce que Merkel, on dirait Droupi. du Oh dessin oui. animé. Quand même. On a l'impression, Merkel, qu'elle est née en haussant les épaules. Vous voyez, et c'est jamais redescendu. Alors, elle est comme ça. Oui, cela dit, c'est des femmes de tête quand même, Remarquable. et elles dament le pion aux hommes, hein, en Évidemment. attendant. Et Monsieur Merkel, il file d'où? Il a du courage parce que quand on voit la mère Merkel de dos, on dirait un triple cheeseburger. Trop longtemps au soleil, on se demande de quel côté le fromage va tomber. Bah, C'est horrible. Alors, regardez bien la prochaine fois, vous la verrez de On dos. voit peu de photos de dos d'Angela Merkel. Il faut demander. Quand elle est avec Nicolas et tout ça, on les a vus de dos et tout. Bah, j'ai constaté ça, je m'excuse. Alors, je voulais vous parler, mais bon, la digression politique qui élève le débat d'ailleurs, hein, je le reconnais au passage, m'en a empêché. Il y a donc un sex shop dans le centre de Lille
qui marche très bien, puisque des enquêteurs et des voisins disent ça marche tellement bien qu'on fait la queue. Voilà. Bon, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Mais c'est là où le bas blesse l'administration fiscale qui a mis son nez dans ses affaires. Ah, c'est pas bien. La patronne ne déclare pas assez de clients. Voilà. Elle dit qu'il y a un client par cabine par jour, alors que ça n'arrête pas. Elle a qu'à, je vais lui donner un conseil. Donc elle essaierait de frauder. Elle fraude, vraiment. Elle a qu'à dire à la Voix du Nord, vous voulez que je vous donne tous les noms des gens de la municipalité connus qui passent dans mes... Et là, ça s'arrête tout de suite. Ah oui, ils vont pas répéter longtemps. Dans ces cas-là, la direction des impôts a des moyens de contrôle qui sont d'ailleurs au ras des pâquerettes. Hein. Par exemple, pour un restaurant qui est soupçonné. Les nappes, non? Non, alors c'est même plus les nappes, c'est aujourd'hui la consommation en sucre. Vrai ou faux. Oui, il a acheté à partir de là, on induit le nombre de tasses de café et à partir du nombre de tasses de café, le nombre de repas. Voilà. C'est un peu aléatoire quand même. Dans un hôtel où les chambres se louent au quart d'heure. Les draps tachés. Non, attendez, c'est simplement ce qu'on donne à blanchir à l'extérieur. Oui, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on vous demande, quand vous êtes plusieurs jours dans un hôtel, de ne pas mettre votre serviette au sale et de vous en resservir pour faire plaisir à la planète écologique. Même vous pouvez vous en faire un turban pour sortir. Oui, c'est ça. C'est vrai. Alors... C'est joli en même temps. Oui, mais alors... Attendez, j'en viens à quelque chose qui est à la fois... Venez, Philippe, venez. Qui est à la fois pittoresque, nouveau et un peu gênant parce que aux limites de la civilité puérile et honnête. Voilà. Qu'est-ce que font les enquêteurs polyvalents, ô combien, pour établir que la dame de propriétaire du sex shop fraude. Vend plus de godemiché que prévu. Non. C'est les cabines de striptease, j'ai l'impression, là. Les Kleenex de striptease et les cabines de pipe show. De pipe show. Alors, il y a 2 inspecteurs qui passent la journée là, qui jouent les clients, et ils s'aperçoivent qu'à l'entrée, on donne pour le prix acquitté par le client, on lui donne un certain métrage de papier éponge. Voilà, éponge. D'essuie-tout, bien nommé. D'essuie-tout. Et alors bon, pas parce que peut-être qu'il y fait un peu chaud. C'est pour s'éponger. Pour s'éponger. Pour s'éponger. Je cherchais le verbe. Pour s'éponger. Et à partir du nombre de mètres débités. On n'a pas relevé. Continuez. Non, allez-y. On aimerait bien, mais on peut pas relever. À partir du nombre de mètres remis aux clients à l'entrée dans les cabines, ils ont établi le nombre réel des clients. Sauf que, il a fallu nommer des experts pour savoir quel était le métrage nécessaire à un client lambda pour réparer les dégâts. Voilà, oui. La moyenne de métrage. La différence je vais vous dire s'éponger et se faire éponger. Non, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez. Alors moi, je vais vous dire un truc. J'ai connu un pipe show rue de la Gaîté, qui était en face Bobino. Oui, je le voyais de mon bureau. Eh bien, il y avait le pipe show, et alors, il y avait par terre de la sueur. C'est-à-dire que le gars passait après, alors hop, on allait faire son affaire, on regardait la gonzesse, on vous distribuait pas de machin. Rien du tout. Je voyais la femme de ménage arriver le matin, elle avait pas un balai, elle avait une louche. Ça vous fait quand même vraiment pas envie, hein, très sincèrement. On se demande vraiment. Non. Non, on n'a pas envie de payer ses impôts. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche encore, ces trucs. Et pourquoi... Alors qu'à la télé, tu te mets chez toi, dans ton fauteuil, et t'as 4 chaînes qui te filent mais chez toi, avec la télé, t'as quand même ta femme à côté de toi, ça gâche tout. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité qui intervient traditionnellement, elle exige encore que j'agite la sonnette, car c'est encore de sexe dont je dois vous parler. Et je dois vous avouer que j'en ai un peu assez. Mais je l'ai senti, Philippe. Vous l'avez senti. Ah oui. À bord des Cœurements. J'ai dit là, Philippe, il s'accure. J'ai un grand respect pour l'actualité, mais là, ça fait vraiment... Oui, on vous sent contrit, d'ailleurs. Ah oui. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. C'est pour la première fois, on fabrique et on commercialise, tenez-vous bien,
des préservatifs sur mesure. Ah bah ça c'est formidable. Enfin. 55 tailles. 55 tailles, oui. de 1 cm à 55 cm. Alors, attendez, si vous voulez savoir... C'est énorme. Attendez. Mais il faut aller... C'est de 77 mm à 225, car on compte en millimètres. Hein. Ouais. On compte en millimètres, qui se traduisent d'ailleurs en centimètres. Ça fait 7,7 cm, 7 les 70. Ah, les premiers, oui. 7, c'est pas... Les premiers, c'est pour les pygmées, ça. Oui. C'est du fait main ou c'est du sur-mesure? Il faut aller se faire essayer, il faut faire le bâti. Oui, c'est tricoté. Bonjour madame, j'en voudrais un sur mesure. J'ai une soirée élégante après-demain. J'aurai pas que le nœud papillon, ce sera assorti par le bas. Est-ce que je pourrais prétendre à avoir un petit smoking pour ma petite caquette? Oui, c'est ça, ils sont en satin. On fait un premier essayage avant, quand même. Premier essayage. Et après, il y a les retouches. Oh, ça bade un peu sur les côtés, dites Vous donc. trouvez pas que ça gode de ce côté-là? Je vous le fais avec un Ça plisse. revers ou sans revers? Alors, puisque vous vous inquiétez des dimensions, sachez Non, mais que c'est comment on prend les... ça ne concerne pas que la longueur, mais également la largeur. Parce qu'il y en a, ils ont une toute petite, mais c'est une vraie poignée de porte d'hôtel. Comme un champignon, un peu. Oui, comme ça. Ah bah il y en a, c'est des baguettes de chef d'orchestre. Oui, bien sûr. Oh, madame, faites attention avec les épingles, s'il vous plaît, faites attention. Elle me fait peur. Donc, 55 tailles différentes et... Pour, ça me rappelle un titre de film, les 55 jours de Mapide. pour ceux qui aiment vraiment être à l'aise, il y a la mesure complète. Il faut que vous preniez des mesures et naturellement, ces mesures ne sont pas à prendre au repos. Bah, c'est bien ce que je vous expliquais. Donc, c'est une essayeuse qui vient chez vous. Autrement, je veux dire, c'est beaucoup plus simple. Vous passez par Internet. Alors, vous vous branchez sur la machine quand même. Vous vous branchez sur leroidelacapote.com. C'est l'enseigne. Bon. Vous lisez les instructions qui apparaissent. Oui. Vous découpez le gabarit parce que Internet, à ce moment-là, vous livre une espèce de petit patron. Que vous imprimez et que vous découpez. Et vous comparez le petit patron avec Popol. Et si ça coïncide, vous passez votre commande. Oh là là, je voudrais voir le gars en train de découper son truc, de le poser devant son ordi sur le clavier, de se mettre debout, de s'astiquer un petit peu pour se la mettre bien en forme. Ensuite de se la poser sur le gabarit, de faire merde, c'est trop petit. Hop, il réimprime le truc, une deuxième feuille. Paf, il redécoupe. Chérie, les ciseaux marchent plus. Passe-moi un cutter. Hop, voilà, c'est reparti. Paf, il le repose. Il faut prendre des ciseaux à bourreau. Attention. Allez, paf, il se réastique un coup, il le repose dessus. Merde, c'est trop grand. Allez, hop. Mais Maurice, je réimprime une troisième fois. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Maurice? Je me fais mon petit costume pour la partouche chez les Duglandiers de la semaine prochaine. Il se le réimprime une troisième fois. La troisième fois, il se réastique un petit peu. Bam. Flanelle, il peut plus arriver à bander. J'y rappellerai demain. Non, c'est pas facile. T'as les yeux cernés, chérie. T'as été essayer ton nouveau costume. Vous imaginez la vie du gars chez lui. On vit dans un monde moderne. Vous voyez à quel point on en est. Alors, je sais bien. Si vous voulez, oublions notre envie de rire. Pourquoi pas que vous soyez fatigué, Philippe? Et notre propension à la gauloiserie. Que ça existe déjà, pas encore. Qu'il y ait des clients, je l'admets, mais qu'on en parle dans une émission de radio honnête. C'est incroyable. Incroyable. Il faut penser que le patron de cette émission est un grand malade, quand même. Et voir un grand obsédé. Oui. À mon avis, il n'a pas trouvé sa taille et il en parle exprès pour que la maison mère fasse un petit effort pour lui. Non, nous allons changer totalement de sujet avec notre invité surprise. Notre invité surprise, nous le connaissons bien, c'est Jacques Expert, directeur des programmes de Paris Première, une chaîne qui nous est familière, et romancier à des heures qui sont de moins en moins perdues, puisque tous les ans, il sort un livre qui non seulement se vend bien, mais qui encore intéresse les gens de cinéma. Oui, qui intéresse, puisque le précédent a été acheté pour la télé. Et alors, le précédent s'appelait La théorie des 6. Oui. Et celui-là s'appelle Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Donc, vous avez compris, la théorie des 6, d'ailleurs, que vous n'aviez pas inventée, qui existe. Qui existe, oui. Un sociologue et un mathématicien l'ont définie.
Oui, ben, vous voyez le monsieur ou la dame qui est assis au premier rang est à 6 degrés de séparation de vous. C'est-à-dire, madame connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui vous connaît. Voilà. Ah oui. C'est comme ça qu'on arrive. Bon, là, un peu diminué maintenant, puisqu'elle est là. Et n'importe quelle personne dans le monde. N'importe quelle personne, même un Chinois. Un berger du fin fond de la Chine. Vous êtes-vous, Philippe, à 6 degrés de séparation de cet homme-là? Alors, voici qu'aujourd'hui apparaît un livre au titre très explicatif. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. C'est bien parce que dans le titre et sur la couverture, il y a déjà complètement le scénario. Le pitch est là, oui, tout à fait. Et là, c'est une histoire vraie. Oui, qui arrive souvent. Et qui arrive trop souvent. Ouais. Un gamin ou une gamine se font renverser sur la voie publique par un automobiliste qui prend la fuite. Voilà, c'est une histoire de fuite et de lâcheté. C'est souvent un comportement de lâcheté, c'est-à-dire on renverse quelqu'un, on ne le voit pas et on s'enfuit en espérant ne jamais être attrapé. Juste une petite chose, une statistique qui m'a frappé à la fin de l'année dernière. Le nombre des délits de fuite comme ça, pas forcément où il y a mort d'homme, vous savez, on passe et on renverse, on casse votre rétroviseur et on s'en va, a augmenté de 30% dans l'année. C'est-à-dire, il passait, c'était 100 000 délits de fuite en 2008, c'est 130 000 en 2009. Pour vous dire que le comportement de lâcheté des gens... Et combien il y a de personnes qui ne sont pas assurées aussi? En plus, il y a des gens qui ne sont pas assurés. Oui, c'est souvent ça aussi. Le mien est assuré. Généralement, celui qui prend la fuite, c'est parce qu'il a commis une faute de conduite grave, parce qu'il n'est pas assuré, parce que quelquefois, c'est même pas son véhicule. Il n'a pas son permis, ou il l'a plus, ou il n'a plus ses points. Dans les délits de fuite, on compte les incontinents. et en plus de ça, il est d'une immense lâcheté, quand même. Oui. C'est le postulat, c'est la lâcheté. Oui. Et c'est d'autant plus grave que vous le remarquez dans le bouquin, si le chauffard, il n'y a pas d'autre mot, c'était arrêté, il aurait pu souvent faire sauver sa victime. Mais dans le cas précis, s'il s'était arrêté, s'il s'était occupé de cet enfant qu'il avait renversé, sans doute s'il avait averti les secours, l'enfant aurait été sauvé. Et le livre ensuite est une confrontation entre cet homme-là et le père de l'enfant qui a été tué, assassiné, qui promet à sa femme qu'il vengera l'assassin de leur fils, qu'il le retrouvera et qu'il le vengera. Avec un autre point de rencontre avec l'actualité, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un faux coupable. Voilà, c'est tout ce qui fait, je dirais, le suspense du livre. Et un faux coupable qui avoue, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, comme souvent, c'est-à-dire les gendarmes qui négligent un peu l'enquête parce qu'ils ont énormément de travail, etc., finalement arrivent un peu par hasard à arrêter quelqu'un. Et la personne qu'ils arrêtent n'est pas celui qui a tué. Nous, on le sait, en tant que lecteur, on le sait. Le père de l'enfant assassiné ne le sait pas. Et tout le suspense du livre, c'est savoir, et c'est aussi dans le titre du livre, dans le questionnement du livre, qui il va tuer. Est-ce que finalement son malheur va être encore pire en allant tuer celui qui n'a pas tué son fils, ou est-ce qu'il va malgré tout se venger, et d'une certaine façon on est un peu rassuré à cause par son acte. On dira pas d'ailleurs comment ça finit, si le malheureux papa passe à l'acte ou pas. D'ailleurs, vous le dites pas franchement. Hein. On sait, pour tout vous dire, en fait, je pense qu'on peut comprendre ce qui va se passer. Simplement, moi, quand j'ai écrit ce livre, jusqu'à la dernière, parce que c'est vraiment dans les dernières pages qu'on apprend ça, je ne savais pas qu'il allait tuer. J'ai écrit les deux fins. Et on a choisi avec mon éditrice qui serait la meilleure. Et ça fait un film aussi ? Ça fait un film aussi qui a été pour la télé aussi. Voilà. Ah bah oui. Alors bravo à Jacques Expert et en attendant le film, vous pouvez déjà acheter le livre qui s'intitule « Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils ». Merci et bravo. Merci. Tous les jours sur RTL, même le dimanche, 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. L'appel, c'est pour vous dire que la petite classe des grosses têtes est au complet aujourd'hui, que le pion est là parce qu'il ne pêche pas par absentéisme. Et les élèves sont tous des prix d'excellence. Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Jean Amadou. Présent. Éric Logérias. Présent. Et Pierre Bellemare. Présent. Vous avez dit Bernard Mabille, au lieu de dire Jacques Maillot. Ah, Jacques Maillot. Oui. Oh là là. Et tout le monde avait rectifié. J'ai vu double. Faut que je me mette à table. Hein. Et puis notre invité d'honneur. Il est depuis longtemps pour nous à la fois une vedette, un ami, un frère et un exemple. C'est Gilbert Montagnier.
Et nous sommes heureux et fiers de recevoir Gilbert Montagné et de lui poser quelques questions. Si ça se trouve, j'ai les réponses. Bonjour tout le monde. Bonne année, c'est pas trop tard, hein, j'en profite. Oh ben non, on a jusqu'au 31 décembre prochain. Pourquoi vous autoproduisez-vous ? Eh ben parce que ça m'a amusé. D'abord, c'est la première fois que j'enregistre mes titres, on va dire 15 de mes succès, dans une version piano-voix. C'est comme si en fait j'étais chez vous dans votre salon. Et pourquoi je m'autoproduis ? Parce que c'est facile, c'est super facile. C'est aussi parce que vous n'avez pas trouvé de producteur. J'ai même pas cherché, parce que je suis mon producteur. Moi, il y a longtemps que je suis mon producteur. Mais j'ai pas cherché, non, j'ai pas cherché de compagnie de disques. D'abord, les compagnies de disques, ils ont beaucoup de problèmes en ce moment. Ils produisent de moins en moins de disques. Voilà. Donc, j'ai décidé de le faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une version matérielle sur CD dans une compagnie, mais je n'ai pas du tout cherché encore. Je reviens d'Inde. Je ne vous ai pas envoyé de carte postale, mais je reviens des Indes, voilà. Ils vous embrassent. Ils ont dit, si vous voyez tout le monde, Jacques Maillot, Jean Madou. Namasté, les grosses têtes. Bah oui, namasté, les grosses têtes. Namasté. D'Inde, c'est surtout les cochons d'Inde qui nous embrassent. Ben oui, je voulais pas le dire. Il y a aussi des jeunes filles, des petites dindes. Mais on n'a rien contre. Hein. Surtout à Noël, bien fourré. Et voilà. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que Internet est en train de remplacer les bacs des disquaires ? Disons que les bacs des disquaires diminuent de plus en plus, c'est vrai, et que je pense qu'il faut savoir muter. C'est pas un remplacement, mais c'est un complément. Comme au départ, on avait que les grandes ondes, et après, heureusement, RTL s'est mis en FM il y a très longtemps, et ça a tout changé, parce que le son... Qu'est-ce que je suis content d'être là ? Sans déconner, je suis vraiment content d'être là. Parce que j'adore RTL. Moi, j'adore... Et RTL vous aime bien. Et RTL s'approprie de temps à autre votre talent et votre présence. Ça arrive. J'ai été vraiment amusé d'être là pendant un été, il y a 1 an et demi, et avec toute l'équipe. Non, c'était vraiment... Dites donc, alors... Oui, avantage d'Internet sur le disquaire, c'est qu'on peut acheter une seule chanson. On peut acheter une seule chanson, ouais. Ou alors le total. Ça, c'est facile. Hein. Alors, ça coûte combien si je veux acheter une chanson 99 centimes. Ah oui. Et les 15 ? Et les 15, on a fait un truc autour de 10 €, un truc comme ça. Est-ce que vous me feriez un prix de gros ? Oh oui, bien sûr. C'est 9,99. Exactement. Pierre, vous n'êtes pas si gros. C'est les tarifs iTunes, quoi. Ah oui, voilà. Vous savez, quand je pense à vous, Philippe, les gens ne savent pas, et je le dis. Moi, je le dis, on est entre nous. Moi, je vous appelle Fifi. Vous saviez pas ça, hein ? Comment vous êtes Fifi ? Voilà. Tout le monde m'appelle Fifi. C'est vrai ? Ouais. Je n'avais pas lu. Plus rarement, des gens l'appellent GG, par exemple. Oui. Et pourtant, Gustave est son premier prénom. Oui. Et peu de gens le savent. Et avant son opération au Maroc, c'était Madeleine. La Madelon. Viens nous servir à boire. Quel rôle a joué Salvatore Adamo dans votre parcours ? Le Salvatore, il a été mon premier producteur. Et ça, je lui en serais toujours reconnaissant, parce que au moment où j'avais enregistré mon premier succès, qui s'appelle The Fool. Et on est venu le chanter ici, chez vous d'ailleurs. C'était l'une des toutes premières émissions. Emporté par de foule, qui m'emmène et m'entraîne. Qu'est-ce que j'ai aimé le film Edith Piaf. Qu'est-ce que j'ai aimé Maman. Moi, je l'ai vu 2 fois, j'ai pleuré 2 fois, j'ai adoré 2 fois. Voilà. Alors, Hallyday est intervenu. Ouais, Johnny était fantastique avec moi. Aussi, le docteur Delageau aussi, il est intervenu. On l'embrasse. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une chaîne de solidarité. Est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce que les chanteurs qui sont de grandes vedettes aident les nouveaux arrivants ? Écoutez, en tout cas pour ma part, moi j'ai aucun problème, il y a beaucoup de place dans notre métier. Hein. Non, mais il les produise parfois, il les présente à des producteurs, enfin... Ça peut-être moins. Hein. Ah, peut-être moins. Ça, je crois que ça se fait moins, ça moins, il me semble. C'est pas comme en politique où ils cèdent entre eux, ça c'est très agréable. Surtout entre père et fils, tout ça. Oui. Ça c'est formidable. Fabius aide Strauss-Kahn, aide Hollande, tout ça. On sent que ces gens-là s'adorent. C'est formidable. Ça c'est formidable. Non, c'est très bien. Quelle est la recette d'un tube ?
je sais pas du tout. Moi, non, sincèrement, je sais pas. Je crois qu'il faut savoir d'abord, avant de faire ça, c'est la composition. Donc, il faut savoir écouter le petit toc 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 qui tape à la porte de votre esprit. Et puis, parce que nous, on est que les petits toc toc qui disent c'est comme ça. Et puis alors, on se met au clavier, bop. Alors, qu'est-ce qui prime? C'est l'idée de parole ou c'est l'idée d'une mélodie? Moi, je commence toujours par la mélodie. Mais c'est vrai que quand j'ai une mélodie sous les doigts, très très souvent, il me vient le titre et que je donne aux auteurs. Disons que je suggère. D'ailleurs, là, je suis en train de préparer un album studio, à part cet album de mes 15 succès là qu'on a mis sur Internet. L'album Unplugged. Unplugged, ça veut dire débranché. On a tous débranché, mais piano-voix. Mais là, je suis en train de faire aussi un album studio. Et j'ai écrit une chanson. Une mélodie, pardon, et tout de suite j'ai eu envie de l'appeler grand-père parce que je suis grand-père depuis très peu de temps et j'adore ça. C'est bien, hein? Ah, j'adore. Ah oui. Mais vraiment. Est-ce que vous êtes accro, comme on dit, au son anglais que vous allez enregistrer de l'autre côté de la Manche? Ah, ça m'est arrivé. C'est en train de m'arriver dans cet album studio. Enfin, c'est un mélange. Mais pourquoi? Parce qu'en France, on ne sait pas. Non, mais si, c'est plus simple que ça. Maintenant, je fais la moitié de l'album en France, et puis aussi avec le concours de musiciens d'Amérique du Nord via Internet, justement. Via Internet, c'est-à-dire qu'ils m'envoient, moi je leur envoie la trame, voilà, et ils m'envoient leur partie. Enfin, leur partie musicale, hein. Oui, quand j'ai vu quelqu'un dans le public qui a froncé les sourcils. Et vous enregistrez dans quel studio? À Beyrouth, peut-être, non? Voilà. Oh, bah ça, c'est bien. Ah, alors là c'est classe, là. Il connaît, hein, le... Ouais. Ce qui change de Beyrouth au Liban, mais c'est bien Beyrouth. Carré Brunier, elle enregistre chez Audica, elle. Comment? Quel souvenir vous a laissé Fort Boyard? Fort Boyard m'a laissé le souvenir que j'ai cru ne pas pouvoir remonter, oui. Et ils avaient utilisé à l'époque un scaphandre de la guerre de 14, et le problème c'était que leur système d'aération ne fonctionnait plus. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé sans son, sans image, et j'ai eu très peur, hein, parce qu'il faisait chaud là-dedans. Et ouais, ça m'a laissé un souvenir. Mais c'était fantastique pour moi de découvrir ce fort à mon image, quoi, si vous voulez, ce silence qui régnait, toute cette effervescence. Et puis, il y avait une épreuve que j'ai bien aimée, qui était qu'il fallait aller au fond d'une caverne, et il y avait une jeune fille nue, mais enfin en toute dignité. Et voilà, on s'est bien entendu. Oh, il y avait des choses moins agréables. La clé cachée dans la jarre, vous vous souvenez? C'était monstrueux ce truc-là. C'est une grande jarre et il faut mettre la main jusqu'au fond. Il y a des cheveux, des souris mortes, de la boue. Il y avait même des crapauds et des souris. Vraiment, j'ai pas aimé ça. Hein. Bon. Ça, je vous le dis, j'ai pas aimé ça. Les souris encore, mais les... Oui, mais enfin, mortes, non. Alors, est-ce que vos fonctions de secrétaire national vous prennent beaucoup au sein de l'UMP? Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que les problèmes sont multiples, et que en ma qualité de personne publique, déjà, puisque évidemment les gens attendent, c'est normal, beaucoup de moi, et je reçois beaucoup de mails, beaucoup de gens à qui je téléphone. Vous avez l'impression que vous pourrez mieux défendre les idées qui vous sont chères? C'est en tout cas une lourde responsabilité sur mes épaules, mais j'ai toujours eu envie de défendre les idées qui me sont chères, et c'est vrai que, quand on est dans un grand parti qui est majoritaire à l'Assemblée, on doit faire passer ses idées et même suggérer des propositions de loi. Complètement, c'est-à-dire que je ne m'en prive pas, d'ailleurs, puisque j'ai évidemment les contacts directs avec les ministres concernés. Et proposition de loi. Vous avez des contacts avec des ministres? Oui, j'ai les papiers, tout ça. On en rêve tous. Ça dépend des ministres. Parce que les contacts avec Roselyne Bachelot, ça prend de la place. Elle est tellement charmante. Alors écoutez, il y a un homme, en tout cas, qui a eu le mérite de penser à vous pour ce poste important. C'est Xavier Bertrand, que nous avions reçu il y a déjà quelques mois, et qui nous avait dit combien la vie de ses électeurs de Saint-Quentin était important. C'est vrai que c'est aussi une question d'organisation. Je ne suis pas maire, mais j'ai vraiment besoin de ça.
J'ai vraiment besoin de ça parce que toutes les semaines, je suis chez moi, j'ai gardé mes habitudes. Je vais au marché pour faire mes courses. J'y vais hors période électorale. On rencontre un peu moins de monde d'ailleurs. Ma permanence, mes différents rendez-vous. Et ça fait le plus grand bien. Ça permet de garder les pieds sur terre. Surtout que les habitants de Saint-Quentin ont gardé leurs habitudes avec moi. C'est de tout me dire. Quand ça va, ils me le disent un peu. Quand ça va pas, ils me le disent beaucoup. J'imagine. Voilà, Xavier, par exemple, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Oui. Alors, les hommes politiques au marché, vous vous souvenez de Couve de Murville au marché? C'était un joli spectacle. Ouais. Hein. Mais ils font tantôt les marchés pendant les périodes électorales, tantôt les bistrots. Moi, je me souviens de Balladur sur un marché du 15e, puis je sortais pas du 15e. Le jour où il est monté sur une table, non? Non, ça c'était un réchoui, ça c'était autre chose. Non, mais il est arrivé, et devant un boucher, il dit « Alors, vous vendez de la viande ?» Ça, c'est formidable. Et le jour où il est descendu dans le métro, il fait chaud. Moi, je l'ai vu, Balladur entrer dans une laverie dans le 15e, et il avait des gants. Et alors, il a enlevé ses gants pour serrer la main des gens qui mettaient leur linge dans la machine. Et il a dit, c'est mouillé. C'est un gars qui... c'est pas le genre à rentrer dans un bistrot et à dire tournée générale, c'est ça le problème. C'est pas son style, voilà. C'est drôle, quoi. Ben, moi, j'y vais toutes les semaines au marché. Moi, j'adore. J'aime mon marché d'Aligre, j'adore ce marché-là, c'est drôlement bien. Cela dit, le bain de foule, vous en ressortez pas toujours plus propre. Hein. Non, c'est délicat. Moi, j'adore ça. Vous voulez dire qu'il y a des salingues qui vous attendent au coin du truc Non, qui ne se sont pas laver les mains, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mais à l'Assemblée nationale, c'est comme au cinéma, quand la séance est finie, on dit « copé ». C'est des drôles de métiers. Et puis alors, il faut serrer des mains. Souvenez-vous de Pompidou, qui, quand il était en tournée à travers la France, serrait tellement de mains, et il les avait un peu fragiles, qu'il avait fait déposer à l'avant de sa voiture de fonction un grand récipient plein de glaçons que son chauffeur lui repassait après une séance d'accolade. C'est ça que j'aime bien ici. Moi, j'apprends des trucs. Et Borloo a repris le truc, mais lui, c'est pour mettre dans le pastis. C'est vrai. Et Chirac disait en campagne électorale, dès que vous avez un moment, 2 choses, dormez et pissez. Voilà. Et lui faisait ça en même temps. Et Mitterrand aussi avait des glaçons dans sa voiture, mais c'était pour se refroidir autre chose, parce qu'il était vaillant. Parce que Pépère, il était chaud de la pâte. Y aller. Oui, des dents. Les petites suffragettes. J'imaginais, si vous êtes un petit peu obsédé par l'hygiène et tout ça, serrer autant de mains, vous devez vous les nettoyer à l'alcool toutes les 10 minutes. Maintenant, c'est quand même un coup à choper toutes les maladies. Vous embrassez les enfants morveux, des vieilles qui bavent. Ils sont immunisés. Madame Cassagne. Comment va-t-elle? Eh bien, écoutez, elle habite toujours Paimpol. Oui. Moi, c'est Popol qui habite chez Madame Cassagne. Son clocher, son grand pardon. D'ailleurs, on la connaît sous le nom de la Paimpolaise. Oui. Et elle vous soumet une première citation en vous suggérant d'en identifier l'auteur, qui a dit « Je suis souvent seul dans la vie, mais sur scène, jamais. Ma drogue à moi, c'est le public. » Édith Piaf. Non. Elle était rarement seule dans la vie. Il y a beaucoup à dire ça. Français. Belge. Oui. Franco-belge. Johnny Hallyday. Oui, Johnny Hallyday. Voilà, bonne réponse de ceux qui en feront la demande. Alors, est-ce qu'il est français? Il est français. Il est français. Il est naturalisé français. Non, il est français. Il a ses papiers. Oui. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, vous savez bien qu'il voulait avoir la double nationalité. C'est vrai. Et donc la Belgique l'a refusé. La Belgique l'a refusé, oui, tu as raison. Non, il voulait aussi avoir après la nationalité monégasque. Oui, il a cherché. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait être belge, parce qu'il serait devenu plus facilement monégasque. Oui. En passant par la Suisse. Mais enfin, il partait de français quand même au début. Il fallait qu'il passe par la Lorraine avec ses 2 sabots en même temps. Donc c'était un merdier, alors là c'était pas possible. Ah ouais. Non, les gens ne le savent pas. C'est pas si facile que ça. Pour arriver à Monaco, il y a s'y franchir. Voilà, faut coucher avec une princesse. Ça, c'est pas le plus dur. Faut parler du passé en ce moment. L'autre, il doit avoir des intérêts à Monaco, le Périgourdin, là. Non, mais vous savez, l'âge vient pour tout le monde, hein, c'est exception. Oui. Mais il y a de la jeune princesse qui arrive pour relever l'ancienne. Oui, qui dure une nouvelle génération. C'est De Gaulle qui disait pour faire le blocus de Monaco, c'est pas difficile, il suffit de 2 panneaux de sens interdits. À l'entrée, à la sortie.
Cela dit, on publie aujourd'hui dans un magazine en couleur, pour la première fois, les photos des filles de Stéphanie. Parce qu'on voyait toujours les filles de sa sœur. Je ne comprenais pas pourquoi on ne voyait pas d'ailleurs. Elles sont jolies aussi? Oui, très bien, très bien. Oh, qu'elles sont jolies les filles de Stéphanie. Mais on voit jamais le fils d'Albert, puisqu'il a un fiston, il paraît. Un fils de couleur. Avec l'hôtesse de l'air. Oui, un fils de couleur. Deux enfants. Il a 2 enfants. Oui. Pierre est informé. Aux États-Unis, c'est ça? Oui. Ah oui. Il a 2 enfants, 2 enfants naturels, 2 enfants. Oui, mais tous les enfants sont naturels. Ça s'est fait comme ça, à l'insu de son plein gré. Ah oui. Faut pas prendre l'avion avec Albert. Hein. Vous montez à 2, vous arrivez à 3. Oh, c'est quand même moins dangereux qu'avec de la rue. Jean-Luc, si tu nous regardes. Avec de la rue, ils ne volent pas sur la même ligne. Deuxième citation que nous propose Mademoiselle Lanvie, qui a dit « Les femmes, c'est comme le café. Au début, ça excite, mais après, ça fatigue. » Ah, que c'est joli. C'est mort, ça, non? Non, et nous avons de bonnes raisons de penser que c'est vivant et bien vivant. Ah. Bernard Mabille. Bernard Mabille, c'est bonne réponse de Logérias. Ah, bravo. Oui. Ah, bravo. On connaît son Mabille. Oui, c'est rigolo, ça. Je savais pas qu'il existait ça. Il a écrit 2-3 choses drôles. Oh, 2, 3. Quel salaud. Ah, ce sera répété et déformé. Oui, on va lui dire. Gilbert Montagnier, est-ce que vous avez gardé des contacts avec le petit garçon tibétain rencontré grâce au fameux rendez-vous en terre inconnue? D'abord, j'ai vécu une expérience incroyable. Moi, j'en reviens toujours pas. Et c'est vrai que j'ai gardé des contacts puisque Nicole, mon épouse et moi, on a décidé d'être. On est le parrain maintenant de Dorje. Ça veut dire que maintenant, il est dans une très bonne école et je suis très très content de ça. Vous êtes resté combien de temps là-bas? 18 jours. Oui. 18 jours. Ce qui était la folie, c'est que, évidemment, le concept fort de cette émission, c'est que on n'arrive absolument pas à savoir où on va, quoi. Donc, moi, je savais absolument pas où j'allais. Je pensais que j'allais aller dans la jungle, un truc où il faisait chaud. Je voyais déjà... Enfin, bon, je ne dis pas toutes les images que je voyais, mais c'était bien. Hein. Et là, on est arrivé à 4900 mètres. Il faisait moins chaud. Oh, dites donc, et on respire mal, hein? Oui, on respire. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ça doit être un problème de voyance. Moi, j'ai pas du tout eu ça. Hein. J'ai pas eu ce... Non, j'ai pas eu le problème. Le problème, par contre, c'est qu'il n'y avait pas un pas qui était sécurisé. C'est-à-dire que moi, j'étais parti avec ma canne. Pas coin-coin, hein, ma canne télescopique. Oui. Et je m'étais dit, tiens, je vais me faire une petite promenade solo, quoi, tout seul là-bas. Mais tu peux pas, il n'y a pas un pas tranquille qu'on puisse faire. Et puis les chevauchées, c'était très difficile ça, les chevauchées, parce que c'est très escarpé, il y a juste la place du canasson, et encore. Et alors le contact avec les gens qui parlent pas évidemment le français. Non, ils parlent pas le français. Alors moi ils me parlaient en signe et c'était mal foutu parce qu'évidemment j'avais pas tout le modèle en magasin. Hein. Donc oui, je vous raconte ça parce qu'on est entre nous. Sinon je le dirais pas. Et il y avait un traducteur heureusement parce que sinon j'étais incapable d'aligner 2 mots. Et alors on s'est lavé qu'avec des lingettes pour bébé. Imagine pendant 18 jours, t'as que ça. Il faisait moins 18 la nuit, donc et 11 de la journée quand même. Donc on était dans une tente. Et qu'est-ce qu'on mange là-bas? On mange des galettes d'orge, on mange des petites boulettes d'orge qui s'appellent du tsampa. Ça vient de me revenir, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'est sympa. Ça vous revient souvent, ça ne doit pas être terrible. Ouais. Ça vous revient. T'as raison. Et puis il y a un beau velours côtelé. Hein, Jean-Jacques. Oui. Oh, il y a les moyens. Ah ouais, et alors ce qui est moins drôle encore, c'est du thé au beurre rance de yak. Ça il faut que le beurre soit rance. Il faut le voir chez soi. Hein. Délicieux, ça. Oui, c'est bien. Ça doit être fort, non? Et qu'est-ce qu'ils ont comme alcool là-bas? Alors, il y a un alcool qui s'appelle le Chang, qui est un truc, tu sais pas comment ils ont fait ça, je sais pas. Faut peut-être mieux pas le savoir du reste. Mais au bout de quelques jours, ça fait quand même plaisir d'en avoir un petit verre. Je vous le dis parce que bon, mais léger, hein, léger. Mais la roubignole de yak distillée. C'est à base de quoi le Chang? Alors c'est à base d'orge. Il y a un portable. Ah, ils adorent l'orge. Ah oui. Alors en parlant de portable, je voulais quand même vous dire un truc qui n'a rien à voir, c'est que iPhone ont fait un truc drôlement bien, Apple. Ils ont intégré la vocalisation dans tout leur iPhone. Ça veut dire que
nous, modèles aveugles comme moi, on peut s'en servir. Et ça, c'est bien. Et moi, je prône ça pour que les produits soient fabriqués pour tout le monde. Et non pas qu'on fasse un produit et 20 ans après, on dit pour ces gens-là, comment on fait? Parce que c'est nul, ça coûte beaucoup plus cher et c'est stupide. Donc faisons ça en amont. Alors je reviens au Tibet. Quand on vous présentait aux populations locales, on disait que vous étiez français, que vous veniez de Paris. Est-ce que ça leur disait quelque chose? Du tout, non, c'est normal et c'est bien. Il y a une chose que j'ai voulu vraiment, c'est qu'on ne dise surtout pas à ma place que j'étais aveugle, parce que c'était à moi à l'expliquer si besoin était. Parce que c'est vrai, c'est pas mon trait principal de caractère, d'une part. Hein. Est-ce qu'en dépit du climat, tous les Tibétains ont le bras droit nu comme le Dalai Lama? Écoutez, j'ai pas touché tous les bras droits, finalement, je suis con, hein, vraiment. Les grosses têtes sont de retour sur RTL jusqu'à 18h. Philippe Bouvard est avec Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean Amadou, Pierre Bellemare, Éric Logérias et l'invité d'honneur Gilbert Montagné pour son album Unplugged. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître un pays ou une ville à travers ses bruits et ses odeurs? Absolument, Philippe. Oui. Je peux vous allez à Calcutta, ça sent pas comme à Paris. Ouais. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est mes cartes postales à moi. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais alors Gilbert Montagné, ça sert à quoi qu'il aille dans un pays, voit rien ?» Si, je vois à ma façon, attendez, je vois beaucoup de choses aussi, différentes, quoi. À Menton, ça sent le... ça sent le vieux. Oui, c'est... À Neuilly-sur-Seine, tu le sens, l'odeur. Dès que tu rentres dans Neuilly, tu le sens bien. Une odeur particulière. Ça sent l'UMP. Quand ça sent la coke, tiens, je suis à Medellin. Il y a des odeurs qui ne trompent pas. Mais absolument. De la même façon que vous m'aviez dit un jour que vous nous repériez, nous autres bipèdes, à notre odeur. Hein. C'est l'un des critères. Très souvent, vous m'avez dit bonjour avant d'entendre le son de ma voix. Oui, mais c'est vrai, c'est à vos yeux que j'ai vu de loin. C'est comme ça. Mais avec ça, ça sent la merde, je vais être à mon cul. Et ben voilà qui est... il fallait la faire. T'as bien fait, mon Georges. C'est Marivaux. Alors, des souvenirs sonores, comme on les attend à la radio. Un souvenir de Jean Lassalle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean Lassalle. Député des Pyrénées. Le député chanteur. C'est un chanteur. Il était chanteur, il est devenu député, il est resté chanteur et il est devenu célèbre pour avoir chanté un air de son pays d'une façon assez tonitruante dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ici, il avait interprété une chanson en béarnais. Si canti, oh che canti, canti Pasperio, canti per mamio, che io pres Deo. Il a du coffre aussi. Oui, c'est juste. Ah oui. Il est comme Bayrou, il a de l'oreille. Ah oui. Question de Madame Rouchet de Champagné. À qui doit-on les paroles de la chanson à la queue leu qu'interprétait Bézu? Guy Lux. Guy Lux. Bonne réponse de Perroni. Alors écoutez, ça c'est confondant. Hein. Est-ce que ça s'appelle encore de la culture? Il a écrit beaucoup de chansons. Mais oui, bien sûr. C'est pas confondant, c'est con tout court. Et je crois même qu'une petite poupée de l'acteur, comment ça s'appelait? Ménez. Bernard Ménez, je crois que c'était de Guy Lux. La petite poupée. Vous m'en apprenez des trucs. Jolie poupée. Eh ben oui, cher camarade. Alors je vois à qui j'ai affaire, plus difficile encore, de Madame Cauchois. Quel chanteur célèbre signa la musique publicitaire de la marque Orangina? La musique, hein? Oui. La musique. Gottener? Non. Je pense pas que c'est... Il a disparu prématurément d'ailleurs. Carlo? Balavoine. Non, c'était un grand musicien. Un chanteur. Un grand musicien. Et chanteur. Berger? C'est Berger. Michel Berger. Bonne réponse de Jacques Maillot. Il avait également écrit Guy
Longchamp, Saint-Cloud, Longchamp, Auteuil, enfin bon, une chanson sur les courses. Il était très amateur de courses. Tiens donc. Auteuil, Longchamp, Saint-Cloud, oui, c'est ça. Oui, dans ce temps-là, c'est bien aussi. Oui, Auteuil, et Lucky Blondeau avait écrit chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, outils, c'est lui qui a écrit ça. C'est beaucoup Lucky Blondeau qui l'a écrit. Moi, j'avais transformé pour le Vatican, j'avais fait chez Cato, il y a tout ce qu'il faut, des clous, des matériaux. Cato. On n'est pas prêt d'aller au paradis. On revient à un sujet plus sérieux et que on se pardonnerait pas de ne pas aborder quand vous êtes avec nous. Quand vous êtes à l'UMP et que vous faites des suggestions, quelles actions demandez-vous qu'on envisage sérieusement ? Tout simplement, en général, déjà qu'on prenne le sujet de l'handicap comme un sujet majeur. Et parce que si on ne considère pas le sujet handicap comme un sujet majeur, on handicape par là même le sujet. Et donc ça avance beaucoup moins bien. C'est un sujet finalement qui nous touche tous, dans le sens où il n'y a pas que les 10% de la population de personnes handicapées. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est les 10% dans chaque pays d'Europe, c'est à peu près pareil. Mais surtout, avec le vieillissement lié à l'âge et tout ça, ça va toucher de plus en plus de gens. Donc on est tous concernés par ça. Donc c'est maintenant qu'il faut y penser. Alors voilà. Est-ce qu'on n'a pas fait un grand progrès dans ce domaine depuis 20 ans ? Si vous voulez, c'est mieux qu'avant, certes. Il y a un progrès dans les consciences, c'est qu'on en parle maintenant d'une façon beaucoup plus détendue, alors qu'avant c'était un tabou. Et en matière d'emploi, déjà. En matière d'emploi, oui, mais enfin, on peut vraiment beaucoup mieux faire. Dans le sens où il y a quand même un taux de chômage de 2 fois plus, voire 2-3 fois plus que dans la population. En dépit des quotas qui sont affectés aux entreprises. Oui, parce que le problème, c'est que les chefs d'entreprise, souvent par information, c'est pas par méchanceté, par stupidité, mais c'est par information, préfèrent payer la taxe plutôt que de se pencher sur la faisabilité d'employer une personne handicapée. Alors l'histoire, c'est que quand on pense à une personne handicapée, moi je voudrais plutôt qu'on pense à une personne handicapée qu'une personne handicapée. C'est-à-dire que c'est la personne qui doit compter. Si le mec ou la fille, elle est j'allais dire elle est bonne, c'est pas ça. Attention. C'est bien parce que non. Si elle est efficace. Voilà. C'est ça. Excusez-moi, un public là, j'exagère un peu. Compétente, qui n'est pas un gros mot. Voilà. Non, c'est pas ça parce qu'ici tout dérive. Alors faut se méfier. C'est vous aussi, vous tous là qui me. Je suis pas comme ça normalement. Non. Mais nous non plus, avant, on n'était pas comme ça. Non, mais par exemple, il y a des trucs qu'on peut pas faire. C'est on cherche un plongeur dans un restaurant, on peut pas embaucher un manchot. Non, ça le fout marre, c'est sûr. Moi, j'essaie d'être voiturier, personne ne veut m'engager, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis pas cher et tout. Ils veulent pas. Vous savez, cher Gilbert Montagné, que nous sommes écoutés dans le monde entier. Oui. Dans le monde entier. C'est ça que j'adore avec Internet. Ah oui. Monde entier. Vous voulez que je vous prête le mien ? Monde entier. Faisons un bridge en attendant. Oui. Oui. Et même au Mexique. Oh là. Non, j'essaie d'illustrer. C'est le Mexique. Bonjour Dominique Gambotti. Bonjour Monsieur Bouvard. Bonjour aux sociétaires et bonjour à Monsieur Montagné. Bonjour Dominique. Bonjour. Wow, vous êtes où au Mexique ? À Mexico. Ah bah ouais, ça tombe bien. Mexico. Votre saloperie de grippe, alors, vous l'avez toujours là-bas, c'est pas de sa faute. On a des amis dans le monde entier, même à Mexico. Oui. Mais moi, avec les dents que j'ai, je suis le chanteur de Mexico. Bon, ça y est, vous les avez toutes faites. Là. Ouais. Non, on a oublié de dire que là-bas, les habitants s'appelaient des Mexicons. Des Mexicans, oui. Vous savez ce qui serait passé si Hitler avait été mexicain ? Non. Tout le monde aurait levé le bras en disant « Aïe, Pépito !» Alors, monsieur Gambotti, donc, comme disait Jean Amadou, cette grippe qui est venue du Mexique est présentée comme telle. Très vite, elle a été débaptisée pour ne pas nuire aux intérêts touristiques du pays. Oui, mais ça a beaucoup nuit. Moi, je travaille dans une agence de voyage. Ah oui. Et du jour au lendemain, les passagers ont tout annulé. Et alors, en fait, mais maintenant, ça va mieux là maintenant ? Oui,
oui, ça va mieux, mais c'est comme en France. Ils en ont fait toute une histoire. Et au final, il n'y a rien eu. Il n'y avait rien. Peu de choses. Alors, la pauvre Bachelot, elle s'est même pas été renseignée là-bas. Comment peut-on décoller de Menton et atterrir durablement à Mexico? C'est plus marrant. Hein. En fait, je suis venu en vacances, seulement en vacances, et ça m'a tellement plu, et les gens étaient tellement hospitaliers que j'ai décidé de rester. Vous avez vu que vous avez attrapé un peu l'accent, hein? Vous avez un petit accent, oui. C'est sympa. Et pourquoi vous avez quitté Menton? C'était trop jeune comme ambiance? Ça swing. La ministre de la Santé là-bas, elle se nomme Roselina da Chelos. C'est pour m'éloigner du stress de Menton. Vous savez qu'à Menton, les chiens glissent sur les merdes de vieux, là. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et il y a une Mexicaine à la clé? Oui, bien sûr. Elles sont jolies, les Mexicaines. Hein? Oui, ouais, mais il y a un problème de pilosité. Racontez-nous, mon Dominique. Parce que madame est jolie. Elle évolue bien, un peu sur la langue. Faut arrêter de se faire souffler dans le poireau. Hein. Alors pour les gâteries... On va vous envoyer un épilateur. Oui. Mais je crois que là-bas, les femmes ne se rasent pas parce qu'elles veulent pas qu'on croie qu'elles sont d'une autre origine que la leur et en particulier d'origine indienne. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ça c'est l'explication historique. C'est comme en France quand on dit que les Français sont sales. Oh non. Non. Et c'est vrai que les femmes les moins velues là-bas ressemblent à Sébastien Chabal. À ce point-là. Femme de base. Ah non, il y a des Mexicaines, attends. Non, c'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. Elles ne se rasent pas, donc vers le sud, elles ne se rasent pas, c'est ça hein. Non, vers aussi le nord du Mexique, aussi, dans tout le pays, je crois. D'accord. Pareil. Et puis Vous savez que j'ai fait un voyage au Mexique, moi j'ai adoré ça, Dominique. Ce qui est bon là-bas, c'est les œufs à la coque. Confondez avec la Colombie. Avec la Colombie, il y a pas à côté. Hein, au Mexique, vous avez dire qu'il y en a. Hein, vous avez des très bons produits. Vous avez le mezcal. Voilà. Ça, c'est admirable. La tequila. Ça, quand même. Est-ce qu'il y a toujours le verre Non, M. Perroni, je vous invite à Cancun. Je ne sais pas si vous savez, mais là-bas, c'est l'open bar partout, non? Oui. Ah bah tant mieux. Vas-y, Jean-Jacques. Je vais viendre et je serai bourru. Oui. Et il risque de ne pas revenir en France, du coup. Mais il y a toujours le verre, le verre dans la bouteille, celui qui boit le petit verre qui est au fond de la bouteille de mezcal. Bon, on ira, Dominique. Moi, j'irai aussi avec le Jean-Jacques. Oui, je vous invite. Ah ouais, tant mieux. Et en plus, on paiera pas, vous voyez, Féfi. Puisqu'il travaille dans une agence de voyage. Hein? Oui. Bon. Puis alors même si on boit un verre de trop, ce qui est bien, c'est que moi je pourrais pas boire double, au mieux j'aurai une fois. On risque rien, on y va. Merci de nous écouter. Alors j'imagine un peu partout grâce à l'iPod. Oui, bien sûr, grâce au podcast. Ouais, c'est drôlement bien. Bon bah Dominique, vous nous donnez des nouvelles, hein, de temps en temps? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous les billets d'avion, Gilbert et moi, qu'on vienne. Oui, que ce soit pas des paroles en l'air, hein. Quand même. Non, il n'y a pas de problème. Merci Dominique Gambotti. Merci à vous. Merci. Les grosses têtes Philippe Bouvard et Gilbert Montagné. Vous avez demandé, et vos désirs sont des ordres, cher Gilbert Montagné, à avoir au bout du fil Véronique Jeannot, qui partage certaines de vos vocations humanitaires. Absolument, Véronique s'occupe avec grand talent des enfants du Tibet, puis on partage beaucoup de choses ensemble, puis j'adore sa voix en plus, me raconte. Bonjour Véronique Jeannot. Bonjour. Oh, bonjour Véronique. Bonjour Gilbert, tu vas bien? Ça va très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les enfants tibétains? Mais j'ai une association qui s'appelle Graines d'Avenir et qui s'occupe des enfants tibétains en exil et qui les aide à grandir, à être éduqués dans leur culture. Mais on aide aussi les enfants du Zanskar et du Ladakh qui sont en fait des Tibétains libres, mais qui ont cette culture absolument magnifique qu'il est à mon sens très important de préserver. Et est-ce que vous avez un minimum d'aide, de coopération à attendre des autorités tibétaines? Les autorités tibétaines ont déjà énormément de mal à avoir ce qu'il faut pour survivre et faire
et rendre leur projet à eux viable. Donc les autorités tibétaines aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal quand même à s'exprimer. Il faut dire les choses. Elles sont aux ordres des Chinois. Les autorités chinoises, tout simplement. Bien sûr. Donc en fait, ils sont privés totalement de liberté d'expression, je dirais. Voilà, pour être soft. Donc nous. Et vous y êtes allé ? Je ne suis pas allée au Tibet. Je suis allée en Inde, au Sikkim, au Népal, et pour là où sont les Tibétains en exil, et puis là aussi où on a nos projets, Manali. Mais d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, je crois que tu as fait un très beau reportage, un très beau film, un très beau documentaire. J'ai fait un documentaire qui va sortir sur Planète le 8 mars. Le 8 mars, à 20h40 exactement. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur de le voir enfin sortir. Ça s'appelle Dakini, le féminin de la sagesse, qui est tout un programme et qui parle en fait du travail que fait le gouvernement en exil, de la philosophie bouddhiste, mais à travers des portraits de femmes magnifiques. Et voilà, et qui est complètement positif et qui n'est pas quelque chose de très politique, mais on peut pas parler d'un peuple en exil. Avez-vous vu la photo du filleul de Gilbert ? Oui, je l'ai vu, mais j'ai vu surtout l'émission et c'était tellement craquant, tellement émouvant cette émission. Et j'ai plein de gens qui m'en ont parlé aussi parce que vraiment c'était superbe cette émission. Merci super, Madame la Présidente. Merci. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je t'embrasse, Gilbert. Et tu m'entends là encore ? Oui. Je voulais juste te dire, tu sais, par rapport au projet que j'avais quand on s'est vu il y a un mois, que j'enregistre mon livre Trouver le chemin pour les malvoyants. Oui. Je l'ai fait, voilà. Oui, avec la voix de Véronique. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Ça, c'est bien, avec sa voix à elle. Bon, je t'embrasse très fort, Gilbert. Bye bye, moi aussi, très fort. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il y a de plus en plus de livres qui sont enregistrés pour les malvoyants. Ouais, les comédiens, on est souvent sollicités, c'est assez formidable. Mais c'est bien parce que c'est tellement extraordinaire de vous entendre, en plus d'entendre même l'auteur du livre. Moi, j'en ai enregistré un. C'est très long quand c'est un livre de 300 pages. Un des vôtres ? Oui, un roman. Moi, j'aimerais bien. Je vais le. Moi, j'ai enregistré Guerre et Paix, je faisais les paix. M'étonne pas de toi. Et bien voilà. Dis donc. Mais t'as bien fait, nous avons. Alors, puisqu'on en est à l'humanitaire, je voudrais vous dire que nous avons monté aussi une œuvre qui s'évertue à aider les Bellemare dans le besoin et que nous avons adopté Pierre. Oui, c'est gentil, merci. Alors qu'il était déjà élevé. Oui. J'avais beaucoup de mal à survivre. Mais il faut aider les petits périgourdins. Absolument. Mais nous l'aidons. Nous prenons toujours cette jeunesse. Nous prenons des nouvelles de sa santé. Là, on fait de temps en temps, on brique ses prothèses. Là, on fait une fondation pour que les trains s'arrêtent à nouveau à Libourne, par exemple. On va faire une pétition. On fait pression. Ça, il faudrait. J'ai un fauteuil spécial qui me permet de ne jamais être embêté. Pendant les émissions, je peux tenir des heures. Ah oui, il est gâté. Il est gâté. Non. Très, très chouette. Il est gâté, une vraie dent. C'est la Fondation Fifi qui est absolument la Fondation Fifi. La Fondation Fifi pour les Pierrots dans le besoin. Voilà. Monsieur Cellier, en 2008, quelle comédie musicale devint la plus jouée de tous les temps? Les Misérables. Les Misérables. Ça m'étonnerait pas. Bonne réponse d'Éric Logérias. Vous vous souvenez de l'auteur? Schoenberg et Boublil. Voilà, qui a enregistré un clip qui s'appelait Le Premier Pas. Claude-Michel Schoenberg, moi je l'ai connu à Vannes. Dans les années 70. Sur une idée de Victor Hugo, c'est ça? Non, je crois pas, non, ça n'a rien à voir. Quand il a fait le premier pas, on allait dans la même boîte de nuit, ça s'appelait le Octop à Vannes. C'est vrai? Le premier enregistrement était avec de très grosses vedettes, notamment Michel Sardou qui chantait. Oui. Vous savez que c'est une des choses les plus intéressantes que vous venez de nous dire. Je vous remercie, sur votre jeunesse commune dans une boîte de nuit de Vannes. Bah oui. Puis Vannes, ça te va bien comme nom. Oui, ça fait un peu cubain parce que de la gare Montparnasse à là-bas, il y a 6 gares de la Havane. Quoi, voilà. Je vous la fais à chaque fois. Bien sûr. Bravo. C'est atterrant. Bon, il est en pleine forme, là. Madame Desroches pour Jean Amadou. Qui présenta sa candidature aux élections législatives, mais en chanson? C'est Clémenceau, forcément. Non. En chanson? Non. Mais en quelle année? Oh, il y a longtemps. Oui. En chanson. Est-ce que c'était un chanteur au départ qui a voulu devenir politique? Oui. Un chanteur qui d'ailleurs avait souvent pris position et qui était un presque homonyme d'un homme politique omniprésent à l'époque. Mayol, non? Yves Montand.
Non. C'est beaucoup plus vieux que ça. Pas qu'il a essayé, mais. Oui. Beaucoup plus vieux que ça. Gloria Lasso. Sous la troisième, alors. Sous la troisième République. C'est sous la troisième. La troisième. C'est sous Boulanger, c'est ça? Non. Elle n'est pas de Boulanger, non. Chevalier? Non. Un chanteur. Voilà. Alors, je vous dis, monsieur Amadou, vous qui connaissez tout de cette époque-là, que c'était à une lettre près l'homonyme parfait d'un homme politique. Brillant. Exactement. C'était Aristide Briand. Maintenant, vous le dites. Et l'homme politique qui a battu le record des postes ministériels, c'était Aristide Briand. Bonne réponse de Logérias. Briand, c'est le chanteur. Briand, c'est le chansonnier. Vous savez qu'il y a... Briand, c'est le chansonnier. Il y a dans ma spécialité. Il y a une chanson de Briand, c'est le chansonnier. Il y a une chanson de Briand que moi j'adore. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Mon père, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin. Vous connaissez ça? Non. C'est extraordinaire ça. Mon père, je peux. Oui. Mon père, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin. Il était né bien tranquille à Belleville. Il descendait de la courtille avec sa petite famille. Aménil-Montant. Et ça, c'était très bien, ça. Et alors, il buvait si peu qu'un soir. Il est crevé sur le trottoir. On l'a trouvé bien tranquille à Belleville. On l'a mis dans de la terre glaise pour un prix exorbitant. Sur les hauts du Père-Lachaise. Aménil-Montant. Depuis, c'est moi qui est le souteneur naturel à ma petite sœur, qui est l'ami de la petite Cécile à Belleville. Enfin bon, c'est juste... non, c'est bien. C'est bien qu'il y a une histoire au moins là. Et vous aimez Briand, il y a une chanson sublime qui est Le Lézard. Ah, Le Lézard. Le Lézard, c'est formidable. Comment ça fait? On prend des manières à 20 ans. Puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien me reposer, je ne peux pas travailler, ça m'emmerde. C'est extraordinaire. C'est beau, ça. Cette chanson, elle m'est très chère, ce que je viens de vous chanter, là, elle m'est très chère parce que mon père me la chantait. Et puis, il n'avait pas toutes les paroles. Et un jour, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé la version originale. Et je l'ai maintenant par Briand lui-même. Qui la chantait au Chat Noir. Oui. Moi, j'ai toutes les chansons de Patrick Bruand. Aménil-Montant, Aménil-Montant, Aménil-Mouton. Aménil-Mouton. Celle-là, elle est vieille. Le Chat Noir qui a dirigé longtemps Alphonse Allais. Oui, sûr. Et le Chat Noir dont on parlait de la boniche espagnole de l'autre jour. Muy bien. Mais moi, j'étais pas là l'autre jour. Eric Satie et d'autres musiciens. Moi, j'ai connu Eric Satie, il était comme ça. Un imperméable, toujours nickel. Dans les squares, beaucoup. Attendez, ne le traitez pas à la légère, c'était un grand musicien et un grand humoriste à la fois. Superbe. Parce qu'il donnait des titres à tous ces morceaux de musique. Et les indications musicales. Alors, ce qui est merveilleux, c'est quand Cocteau voit toujours avec un pauvre costume qui était vraiment presque une guenille, car Satie est vraiment un homme très très pauvre, faut bien le dire. Et donc, il lui fait offrir un smoking par la maison qui se trouvait à côté de la Samaritaine, c'est-à-dire la Belle Jardinière. Oui. Voilà. Donc, il va essayer la Belle Jardinière, très bien. Et un soir, on lui donne le carton avec son smoking dedans. Oui. Dès le lendemain, il se levait tous les jours à 6h du matin. À 6h du matin, il se lève, il s'habille au smoking. Et le voilà qui va faire les bistrots. Avec un succès énorme de notre l'auberge du Clou. J'aurais bien aimé le connaître. Un personnage absolument incroyable. Je suis sûr. Quand vous allez au cinéma, Gilbert Montagnier, vous êtes accompagné d'un commentateur? Non. J'y vais souvent comme tout à chacun quand on est un peu marié avec son épouse, parce que c'est un plaisir. Mais j'y vais seul aussi, ça m'est arrivé. Et souvent, d'ailleurs, c'est moi qui dis à Nicole ce qui va se passer dans la scène suivante du film. Enfin, j'ai pas beaucoup de mal, c'est comme ça, je suis un peu visionnaire. Par contre, ce que je pousse justement en ce moment, c'est l'audio-description généralisée pour tous les films. C'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas pourquoi maintenant les films ne seraient pas en couleur. Imaginez qu'on dit non, c'est en noir et blanc, puis ça va très bien. On dit, ça va pas, non, il faut que ce soit en couleur. Les films, il faut qu'ils soient en audio-description, c'est-à-dire qu'il y ait un petit casque Wi-Fi, donc sans fil, et puis on a la piste additionnelle où on vous explique ce qui se passe dans les scènes muettes. Voilà. Par exemple, Jean-Jacques Perroni a pris le verre de la main droite, par exemple. C'est agréable, ça. Ça. T'aurais pas d'autres exemples, non, s'il te plaît? Et à quand les films en relief pour les non-voyants? Oui. Surtout pour les films porno, ce serait bien. Alors ça, c'est pas moi. Attention au premier rang, quand même. Alors, on va faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui est un peu mystérieux, mais que les chercheurs ont l'air d'avoir avalisé, à savoir que
Lorsqu'un salarié dit à son patron ce qu'il pense de lui, c'est bon pour sa santé. Pour la santé du salarié, hein, moins bon pour la santé du patron. Bonjour Isabelle Nazaraga. Bonjour. Est-ce que vous cautionnez ce genre de découverte? Alors oui, en partie, mais ça marche pas pour tous les patrons. Parce qu'en fait, il y a une notion de critique dite constructive qui permet de décrire de façon précise un comportement problème, donc celui du patron en l'occurrence, et surtout, ce que les gens oublient de faire, c'est de donner les conséquences concrètes pour soi-même. Attendez, il y avait, et depuis longtemps, dans des villes comme New York et Londres, ce qu'on appelait des studios de défoulement. On mettait au mur comme cible la photo du patron, et on tirait dessus avec des fléchettes ou un pistolet. Donc, la réaction n'est pas nouvelle, hein? Alors, de toute façon, c'est vraiment deux choses différentes, parce que ce que vous décrivez, c'est vraiment pas efficace sur le long terme. Non. Parce que le patron, il sait pas qu'on lui a cassé la figure. Non. Alors, si on lui fout une bonne mandale en direct, comme ça calme le jeu. Voilà, et je pense même que s'il le sait après coup, il va pas être très très content de savoir qu'il a été la cible d'agressivité gratuite comme ça. L'intérêt d'une critique constructive, c'est de pouvoir faire changer les choses, pour améliorer. Et il y a une deuxième raison, si on en parle, c'est parce qu'on veut garder une bonne relation. Donc, il faut aussi penser que la critique n'est pas un reproche. C'est vraiment dans une idée d'améliorer un travail en commun. Et pour moi, cette notion n'est absolument pas nouvelle parce qu'il y a 15 ans, je faisais déjà des formations pour les cadres en entreprise et en management. Je les faisais travailler pour la partie entretien d'évaluation. Oui, le texte auquel nous nous référons évoque quelque chose d'un peu plus franc et peut-être d'un peu plus violent. C'est de dire au patron, j'en ai marre... là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Si c'est ça que ça évoque, parce que je l'ai sous les yeux, je suis pas d'accord parce que il y a des personnes sensibles. Vous êtes un patron, moi je suis un patron aussi parce que j'embauche, mais il y a des choses qui ne seront pas nécessairement constructives. Ben, on prendra le dernier des patrons avec la trique du dernier des bureaucrates. Voilà qui fait avancer le sujet. Mais alors il part en meilleure santé puisque après une intervention de ce type, ses palpitations et son hypertension ont disparu. Ben, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a la culpabilité qui arrive derrière, le regret, le fait que sa femme à la maison lui demande qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie. Donc effectivement, c'est pas toujours... Non, il faut que ce soit vraiment préparé. Et alors c'est vrai qu'il y a des patrons qui peuvent être ouverts à ça et d'autres qui sont complètement fermés. Les manipulateurs, par exemple, vous oubliez totalement de leur dire ce genre de choses. Ils ne vont pas supporter. Ils vont avoir des comportements coercitifs. Ils vont vous sanctionner d'une manière ou une autre. Donc il faut savoir à qui on parle. Merci Isabelle Nazaraga. Merci. Elle en connaît un rayon, Madame Nazaraga. Oui. Gilbert Montagnier, expliquez-nous comment votre fils a pu épouser votre belle-fille. C'est une histoire incroyable, ça. C'est-à-dire que, alors on va essayer de prendre l'affaire par le début. Par le bon bout, oui. Par le bon bout. Moi, j'ai 2 enfants. Mon épouse Nicole avait déjà 3 enfants, donc 5 enfants. Et puis, mon fils et ma belle-fille s'entendaient, se supportaient, ouais, bon. Mais un jour, on a appris que vraiment ils s'aimaient d'amour et c'est beau parce qu'ils sont super tous les deux et c'est eux qui m'ont fait ma petite fille Mia. Alors ça c'est extraordinaire. Donc elle était déjà ma belle-fille, maintenant elle est de nouveau ma belle-fille. Donc, elle est 2 fois ma belle-fille. Et ça je pouvais pas le deviner. Hein, ça. C'est incroyable, hein. Ah oui. On se demande. Ça doit dire d'une complication les familles françaises maintenant avec les recompositions de famille. Si en plus les enfants se mettent à se marier entre eux, alors c'est ça. Alors. Moi, j'ai acheté un GPS. Il faut un GPS spécial pour se retrouver dans les familles. Non, cela dit, il n'y a pas de consanguinité. Non, pas du tout. Non. Ils étaient dans la même famille, mais ils n'étaient pas unis par les liens du sang. Il y a une pub excellente sur ce sujet pour une marque de voiture à la télévision. Vous avez certainement vu ce monsieur qui va chercher c'est fatigant, les fils de sa ça me fatigue. Question de monsieur Lucas. Un chauffeur de taxi peut refuser l'accès d'un animal dans son véhicule, sauf dans un cas précis. Les chiens d'aveugles. Les chiens d'aveugles. Bonne réponse de Gilbert Montagnier. Non, en plus, alors là, justement, puisqu'on parle taxi, j'ai 2 infos quand même à vous livrer. C'est que ça se passe encore, malheureusement. Il y a encore des chauffeurs de taxi, et j'adore la corporation qui refuse soit les gens sur fauteuil roulant. Oh ben non, hein, comment je vais faire? Alors je vais le mettre dans le coffre et tout. Ou alors les chiens guides. Et ça, c'est pas bien du tout. En plus, ils n'ont absolument pas le droit. Alors, deuxième info.
l'autre jour, j'appelle un taxi, et c'est véridique. Hein. J'appelle un taxi, et donc je descends tranquille, et j'attends mon taxi. Une voiture s'arrête, la portière s'ouvre, et le monsieur me dit « Gilbert, la portière est ouverte. Hein, » C'est comme ça m'arrive souvent, le chauffeur. Alors j'entre dans la voiture, je ferme la porte, il me dit « On va où ?» Je lui dis, je lui donne l'adresse où on va. Et on commence à rouler. Et au bout de 2 minutes, je sais pas, j'ai un flash, je me dis « Merde, ça se trouve, c'est peut-être pas un taxi. » Je lui dis « Vous êtes bien un taxi ?» Il me dit « Non. » Ah, alors je lui ai peur de ma vie. Je lui dis « Bah non, attendez, je vais pas vous déranger. » Mais si, il me dit « Je vous amène si vous voulez. » Non. Comme quoi, hein, c'est des trucs qu'il faudrait qu'ils, je sais pas, ils pensent à un bip bip pour qu'on sache que c'est vraiment un taxi. Alors si ça avait été une chauffeuse encore, j'aurais pas trop. En fait, c'était un particulier qui s'était arrêté en vous voyant tout simplement. Oui, C'est c'est une manière sympathique. Très gentil. Mais pourquoi c'était pas méchant? Ben non, mais jamais. Non, ça pourrait l'être. Bah oui, moi je sais pas. Hein. Il se passe des choses curieuses à Lyon. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que le maire de Lyon, qui est Monsieur Colomb, je crois. Oui. Le gros Colomb, je sais pas si c'est lui. Attendez, il est né sous le signe du cancer, le cancer du côlon. Il n'est pas gros. Non, il est moyen. Non, alors il a condamné à un jeu qui invitait des adolescents à simuler des meurtres au pistolet à eau dans le cadre d'un festival du film policier. Oui. Il s'est dit, avec la violence qui règne dans les écoles, c'est peut-être pas une très bonne idée. C'est pas idiot. Oui, surtout qu'il y en a qui veulent toujours gagner plus que les autres et ils prennent des vrais pistolets, ceux-là. Bah oui, avec des vraies balles. Pistolets à eau, tout le monde a joué avec des pistolets à eau quand même. Oui, mais il a qu'à aller dans les lycées. Hein. L'imitation, ça vaut jamais le naturel, de toute façon. Ouais. Moi, ce que j'adorais à l'école, alors, on avait des profs aveugles, et alors on leur lançait des boulettes en papier avec un lance-pierre, avec l'élastique. Ah oui, les trucs. Oui. C'était bien, alors bon, ils pouvaient pas voir d'où ça venait, donc comme on était à Arlégal, ça allait. Oh, on peut se permettre entre nous quand même. Faut bien déconner un peu, hein. À qui le dites-vous? Bon, ouais. Toujours les jeunes, mais ça sont les jeunes anglais. Alors on a fait une étude sur leur façon de s'exprimer. Ils n'emploieraient pas plus de 800 mots. C'est déjà énorme. Dans la journée. C'est déjà énorme. Pourquoi la nuit? En France, il y en a combien? La nuit, c'est moins. Tourne autour de 300 mots en France. Non, mais de mots de vocabulaire ou de nombre de mots? De vocabulaire. De nombre de mots. Ah, de nombre de mots. Ah, c'est pas pareil. Ah oui, donc ils parlent par de mots différents. Ah, de mots différents, de vocabulaire. C'est encore autre chose. Attendez, les auteurs de chansons, ils emploient 200 mots, paraît-il. Donc 800, c'est vachement bien. 800. 800, c'est énorme, moi, je trouve. Vous dites dans la journée. Un vocabulaire, c'est bien. Dans la journée, parce que la nuit, ils en ont que 2. Fuck me. Oh, fuck me. On voit que monsieur connaît la vie. Ah bah bien sûr, surtout la vie anglaise. Oui. Connaît surtout le vie, oui. Qu'est-ce que vous reprochez, Gilbert Montagné, à la télévision? Moi, je reproche que souvent, on oublie qu'on fait de l'audiovisuel. Alors, ce qui m'énerve beaucoup, c'est quand on vous montre le bulletin de la météo du monde. Et alors, pour nous, les aveugles, on a juste une musique avec rien derrière. C'est con, quoi, je veux dire. Alors que c'est tellement simple de dire, on est à Melbourne, il fait 22, et Jean-François Rabillot le fait. C'est le seul qui le fait. Sur LCI. Attendez, quand on voit l'image, c'est des protozoaires qui sont en train de faire une partouze. Ah bon? Ah ben on n'a pas la même télé, Fifi. Vous ne confondez pas avec l'aquarium que vous avez au fond de votre place. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le problème. C'est important qu'on fasse de l'audiovisuel. Voilà, mais ça vient. Non, ça progresse. L'audiodescription entre. D'ailleurs, je suis ravi de pouvoir vous dire que j'ai œuvré pour ça et que ça porte vraiment ses fruits. Donc il y a de plus en plus de programmes maintenant qui sont faits. C'est normal, qui sont faits en description. Alors une nouvelle qui va peut-être réjouir les automobilistes que vous êtes tous plus ou moins. Oui. On va planter des fleurs le long de certaines routes de France sur des dizaines et des centaines de kilomètres. C'est déjà fait. C'est des sociétés de chasse qui s'en occupent. Et pourquoi on va planter ces fleurs? Pour que les abeilles puissent recommencer à butiner. C'est important. Et pour en faire des couronnes pour les morts de la route. Avec des soucis et des pensées. Parce qu'au bord de l'autoroute de l'Est, tu as remarqué, ils ont mis des grands panneaux pour distraire les grands panneaux rouges, bleus, verts. Mais là, les abeilles ne peuvent pas butiner dessus. Moi, j'ai replanté des anémones à Vulcania, je n'ai pas recommencé à butiner. Et puis alors, la nouvelle que nous attendions tous, la pilule contraceptive pour les hommes est prête. Non. Voilà. C'est bien. Elle aura quel goût?
Alors, c'est pour l'instant les souris et les rats qui en ont bénéficié. Voilà, toujours eux. Toujours eux, voilà, c'est toujours eux. C'est toujours les premiers servis. Pour les huîtres, c'est les souris. Pour la pilule, c'est les souris. Il n'y en a que pour eux. Hein. Chiant. Elle entraîne une baisse de spermatozoïdes. Oh bah attention, il ne faudrait pas que ça baisse de trop. Ah bah non. Dans la composition du liquide séminal. Ah oui. Moi j'étais au petit séminal. C'est naturel, hein, je vous le signale. Elle est naturelle. On fait beaucoup moins de spermatozoïdes qu'autrefois. Bah oui. Mais là, il ne faut plus en faire du tout si on ne veut pas mettre enceinte. Il ne faut plus en faire du tout. Regardez, Pierre Bellemare, il en parle en connaissance de cause. Il éjacule en poudre maintenant. Et c'est parce qu'il avait moins de spermatozoïdes qu'il a adopté des chèvres. Il en sait des trucs, ce Jean-Jacques. Ah bah bien sûr. Et alors j'en ai assez d'être comme ça. C'est la cible. Continuellement la cible d'attaque. Sournois et malveillant. Non. Sournois et malveillant. La cive, c'est pas une chèvre, c'est une chienne. La cive, chienne fidèle. Et elle sera disponible quand, cette Pierre, on pilule n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Ah, j'ai sous les yeux les paroles d'une belle chanson, Liberté. Et alors là, c'est à la fois le leitmotiv, le titre, la grande idée. Hein. Ah oui, la grande idée, absolument. On chantera jamais assez la liberté. Ah oui, changer de maison, écrire des chansons, liberté. Non mais la pilule, là je reviens à la pilule, parce que moi, l'important c'est que... Enfin, moi, je veux bien la prendre, mais je voudrais pas que ça ait des effets nocifs sur la vue, parce que je serais emmerdé. Hein. Ah ouais. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que un homme qui affichera à la boutonnière le petit badge annonçant qu'il prend la pilule contraceptive n'aura pas une séduction supplémentaire? Ah bah si. Ah bah on espère. Mais si. Attends. Ça dépend, parce que s'il est très riche, il y a des jeunes femmes qui tomberaient bien enceintes par hasard. Ah oui. Qui auraient bien oublié, elles, leur pilule. Oui, mais là, on parle pas des vénales, cochonnes, pléonasmes. Mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, ça n'existe. Non, on parle d'une femme qui n'existe pas. Exactement. Voilà. Une famille idéale. Nous sommes dans une science-fiction. Et c'est la pilule pour homme du lendemain? Ah oui, en fait. Ah oui. Oui, ça dure combien de temps? Faut dire que quand on prend cette pilule, et au-delà combien de temps êtes-vous protégé? Alors, vous la prenez pas. Vous la donnez à la dame qui doit la placer entre les jambes et donc ne pas les écarter pour garder les pilule. Eh ben voilà. C'est compliqué. Moi j'y croyais à ton truc. Ça va pas être simple à utiliser cette affaire. Non, moi j'ai mieux que. Je vais bien voir ça sur une souris. Ça s'appelle pas une pilule, c'est une tirelire, là, c'est très différent. La honte de l'invité d'honneur. Eh ben oui. Oui. Alors la honte, puisqu'on est entre nous, je veux bien vous le dire. Un jour, j'étais dans un train qui s'arrêtait pas à Libourne, Pierre. C'était pas pareil. Ça, c'est habituel. Ben oui, mais c'est pas ça. Et donc, j'avais un peu chaud, donc je me dis, j'avais, je crois, 15 ans, un truc comme ça. Je me dis, je vais ouvrir la fenêtre. Il y avait maman avec moi, dans le wagon de seconde classe, il y avait 6 places, ou 8 places à l'époque, 8 places. Et je veux ouvrir la fenêtre. Donc, je prends la poignée, et puis j'essaie de tirer dessus, et ça vient pas. Donc, je me pends après cette putain de poignée, et finalement... J'entends et le train pile et le train s'arrête. C'était que j'avais confondu parce que c'était la même poignée à l'époque sous la poignée de la fenêtre et c'était le signal d'alarme. Alors là, j'étais vraiment très 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 honteux. Tout le monde sur la voie en train de chercher le mec qui était sous le train. Il y avait personne sous le train vu qu'il s'arrêtait pas à Libourne et finalement, évidemment, la poignée elle reste baissée donc ils ont trouvé le compartiment. Et à l'époque, en tout cas, je sais plus comment c'est maintenant, on a une amende par la gendarmerie. Oui. Parce qu'on passe devant le tribunal, là. Ben oui. Alors bon, moi, ils ont fait une exception et heureusement, mais moi, j'étais très, 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 très gêné. Très, très gêné. Mais c'était pas de ma faute. Il y avait qu'à changer de poignée aussi. Hein. Bah écoute, attends. C'est mal foutu. Bah oui, c'est la même couleur et tout, donc je pouvais pas confondre. Dernière citation envoyée par Madame Romer qui a dit « Ce n'est pas en ouvrant la gorge d'un rossignol que l'on découvrira le secret de son chant. » La Haute-Seu. Un auteur français. Ah bon. Un auteur français. C'est Edmond Rostand. Qui fut académicien lui aussi, mais un peu après Rostand quand même. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, il faut tirer son chapeau. Moi je tire mon chapeau. Tirons-le. Tirons-le une fois vraiment bien. Marcel Magnol. Et l'histoire du jour, envoyée par Monsieur Sautron de Les Avirons à La Réunion. C'est Eric Logérias qui va la raconter.
Dans la vallée des Aldudes, au-dessus de Saint-Étienne-de-Baïgorry, au Pays Basque, un fermier et son épouse ont créé une table d'hôte avec gîte attenant. Après un séjour de 3 jours où la maîtresse de maison l'a choyé tant au point de vue de la nourriture que pour son petit confort intime, un client parisien demande au fermier « Mais comment faites-vous au Pays Basque pour avoir des femmes aussi chaleureuses, douces, serviables et bien élevées ?» Chez nous à Paris, on ne peut rien leur demander, les femmes. Vous savez, elles sont agressives, stressées, enfin vraiment rien à voir avec les femmes d'ici. Alors le fermier lui répond tout naturellement avec un bon accent, on les élève comme des cochons, au gland et à la châtaigne. Je recevrai prochainement Gérard Jugnot et Philippe Claudel, Guy Marchand, Vincent Lagaffe, Ève Ruggieri. Que du beau monde. Et Michel Bernier. Que du beau monde, vous avez raison. Et aujourd'hui, on a eu la joie de retrouver notre ami Gilbert Montagné. Avant que vous puissiez vous porter sur le site Musique Me. Oui, c'est ça. Musique Me. Où vous retrouverez cet album avec ses 15 plus grands succès en piano-voix. Bravo, merci, à demain.